Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, je reçois Emeline Pierre. Salut Emeline. Bonjour. Tu es sportive, para-athlète, nageuse. Tu as brillé lors de ces JO de Paris 2024. Mais avant tout ça, comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Alors, je pense que c'est juste aller à l'entraînement, prendre du plaisir et donner le meilleur de nous-mêmes. Prendre du plaisir même à 7h du mat par moins 5? Pas tous les jours, mais en tout cas, j'essaye que quand tu fais le général de ton année, ça soit par plaisir que tu le fais et par quelque chose qui soit un inconvénient et que tu prennes vraiment pas de plaisir et que tu sois là à te dire j'ai pas envie d'y aller, c'est pas ludique ce que je fais, j'aime pas ce que je fais quoi. J'imagine que la rétrospective de cette année va être agréable, Oui, vu l'année que tu as faite. On va revenir sur ton parcours, sur ton histoire et ton vécu. Mais avant de commencer, toi enfant, quel enfant tu étais et comment tu t'es retrouvé à être attiré par le sport? Alors je pense que j'étais très dynamique, donc je bougeais tout le temps dès le plus jeune âge et c'est mes parents qui m'ont entre guillemets un peu imposé une activité en disant t'as beaucoup trop d'énergie, il faut qu'on te canalise, on va trouver une solution. Donc en fait tous les ans, à chaque début de rentrée, ils me disaient tu choisis un sport, tu prends ce que tu veux, mais il faut que tu aies une activité, que ce soit de la musique, du sport ou tout loisir quoi en fait, mais tu fais l'année. Voilà, c'était le seul critère pour mes parents et en fait c'est à travers ça que j'ai commencé à me construire parce que j'étais peut-être moins à l'aise à l'école comme j'avais beaucoup d'énergie et c'est ce qui m'a permis de trouver un équilibre en fait dans ma vie. Du coup, tu as commencé par quoi comme sport quand tu étais jeune? J'ai commencé par de la danse assez basiquement et de la gym, mais j'ai passé beaucoup de sports. J'ai fait du ski, du judo, du patinage artistique, enfin des trucs des fois qui ont rien à voir vraiment, mais j'étais très curieuse et j'avais envie de découvrir beaucoup de choses. Si un jour il y a un décathlon pluridisciplinaire, t'es OK. tu peux y aller. J'étais curieuse, j'ai pas dit que j'étais bonne dans tous les sports. Donc tu as commencé très jeune par le sport et tu as accroché assez rapidement à la gym. Oui, c'est ça? Ouais. En fait, j'aimais bien ce côté où c'était dynamique, on voulait y aller, un peu bourrin quelquefois, et aussi le fait qu'on puisse partager beaucoup de choses avec les gens qui nous entouraient. Donc c'est vrai que c'était un sport que j'ai affectionné autant à faire qu'à regarder, à regarder des compètes à la télé, etc. Mais en fait, je sentais que j'étais pas non plus hyper bonne dans ce que je faisais. J'étais grande, enfin voilà, j'avais pas le profil type d'une gymnaste. Et à côté, j'ai toujours été très très à l'aise dans l'eau et je pense que ça a été toujours le premier amour de ma vie, quoi. D'accord. Tu as commencé à quel âge du coup la natation? Très tard. Très tard? En fait, j'adorais l'eau. Vraiment, je pouvais y passer des heures, que ce soit à la mer ou en piscine. Mais j'ai toujours refusé de faire de la natation. Ma mère m'avait toujours demandé, parce qu'elle était nageuse auparavant. D'accord. Et j'ai toujours refusé. Pour moi, je voyais pas l'intérêt de nager. Pour moi, l'eau, c'était vraiment un plaisir où on pouvait sauter, on pouvait s'amuser, on pouvait rigoler avec les gens, mais c'était pas du tout de faire des longueurs et de pas parler, quoi. D'accord. Donc ta mère t'a donné ça de façon inconsciente, mais t'as pas forcément voulu suivre au début? Ouais, c'est ça. En fait, c'est venu un peu inconsciemment aussi. Je passais tous mes étés dans les Landes avec mon parrain. Mais je pouvais passer des heures dans l'eau, des heures, 3-4 heures dans l'eau sans sortir. Et mon parrain, vu les conditions un peu de l'eau là-bas, avait très peur et donc restait avec moi. Jusqu'au jour où il m'a dit j'en peux plus, il va falloir que tu apprennes à nager correctement. Moi, je veux rester au bord, j'en peux plus de rester des heures avec toi dans l'eau. Et c'est comme ça que j'ai pris des cours de natation pour la première fois. C'est à quel âge? 12 ans. Ah oui, assez jeune. Ouais. Je savais me débrouiller dans l'eau, mais en fait, il voulait vraiment que je sache nager pour, au cas où, s'il m'arrivait un truc, que je sois à l'aise avec l'eau correctement, quoi. Pour revenir à la gym, donc tu en as fait, t'as fait du sport jusqu'à 13 ans de la gym, c'est Ouais. ça? Jusqu'à cet accident pour refaire un peu ton parcours? En fait, j'en ai fait un peu plus jeune. J'ai commencé vers 3-4 ans la gym avec la baby gym. Après, j'ai arrêté, j'ai fait quelques d'autres sports. J'en ai refait vers 8-9 ans. J'ai arrêté et j'ai recommencé justement en 2012-2013, l'année de mon accident. Et c'est cet accident indirectement qui t'a amené à la natation? Alors pas vraiment, en fait cette année-là je cumulais la gym et la natation. Donc, pourquoi pas? Voilà, j'aimais bien faire plein de choses, autant en faire beaucoup. Donc je faisais les deux, donc j'ai commencé la natation quand même avant mon accident. D'accord. Et donc enfin, si tu veux en parler, c'est cet accident au niveau de la gym que tu as eu. Ouais. Tu as eu une luxation d'épaule, c'est ça? Du coup, c'était sur une compète de gym assez basiquement. J'ai chuté de la poutre comme beaucoup d'autres fois, je pense. Et j'ai fait une luxation du coude, rien de plus basique. Et en fait, c'est derrière une erreur chirurgicale qui m'a laissé des séquelles sur ce coude-là et sur le poignet. En fait, je peux pas tourner le poignet et je suis limitée en flexion-extension.
du coude. Et du coup, ça laisse aussi des séquelles au niveau de la force parce que je peux pas utiliser correctement le coude, quoi. D'accord. Et cela t'empêche pas pour la natation? Parce qu'au final, tu te sers aussi beaucoup des bras. Enfin, je te pose cette question de façon un peu naïve, volontairement. En fait, je pense que la natation, c'est un des seuls sports où tu mets quelqu'un dans l'eau, il va juste trouver des solutions lui-même avec son corps pour pouvoir avancer. Le but, c'est d'avancer. Peu importe comment tu le fais, tu trouves une solution et tu vas toucher le mur en face, quoi. Donc c'est comme ça qu'on redirige beaucoup de personnes finalement dans l'eau après des traumas, après des accidents, avec des gros handicaps, et on retrouve vraiment un panel d'handicaps hyper différent parce que l'eau, c'est un moyen de faire du sport sans qu'il y ait trop de trauma derrière. Donc en fait, moi je suis revenue dans l'eau comme je suis revenue avant mon accident, et j'ai bougé mon corps pour avancer, et en fait je me suis adaptée au nouveau corps que j'avais à ce moment-là. Cette opération que tu as eue et ce parcours médical, ça a duré longtemps? Plus ou moins. En fait, sur l'année même, je pense que je suis opérée 5 ou 6 fois. Ah, quand même. Ouais, parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur. Après, il fallait enlever le matériel qu'ils avaient mis. Ils se sont rendus compte que ça n'avait pas marché, donc il faut réopérer. En fait, c'était plein de successions de choses un peu compliquées où les médecins disaient c'est confus, ça aurait dû se passer comme ça, pas comme ça. Nous, on ne sait pas comment faire, donc ils te renvoient dans un autre hôpital. Donc ça a duré quand même facile 1 an. Et ensuite, je dirais 2 ans sur le fait qu'on cherche un médecin pour réparer l'erreur qui a été faite. Jusqu'au jour. Qui ose prendre le risque. Ouais, aussi parce que j'étais jeune, ce qui avait été fait, c'était pas commun. Ils voulaient pas trop toucher parce qu'ils savaient qu'il y avait une erreur de fait, donc s'ils touchaient, ils pouvaient aussi s'impliquer dans le truc. Donc c'était toujours un peu délicat pour les médecins. Et un jour, on a fait un dernier médecin, il me semble que c'était à Paris avec ma mère. On est sortis de là, on s'est regardé, on a fait on arrête là. On arrête là, j'ai pas de douleur, j'arrive à vivre correctement, je le vis bien, pourquoi continuer, quoi. Donc on arrête là, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à partir dans ma vie et continuer mes activités, et au final ça a plutôt bien réussi. Donc voilà, je pense que vraiment tout ce travail-là dure 2 ans parce que je rentre sur les championnats de France en e-sport pour la première fois en 2015, donc 2 ans à peu près. D'accord. Et comment tu as vécu ces 2 ans-là? Parce que j'imagine que, j'ose même pas être à ta place à 13 ans, d'un point de vue psychologique et mental, d'avoir ça, et en plus qui n'est pas ta faute. C'est là où c'est... Je pense que c'est ça qui est le plus dur, mais plus après. Moi, sur moi-même, à 13 ans, on ne m'a jamais dit tu as eu une erreur chirurgicale, tu vas être handicapé. On ne m'a jamais prononcé ces mots-là, en fait. Donc ça vient petit à petit. Moi, je ne comprends pas les choses. Je sais que j'ai chuté, mais à notre âge, en fait, dans notre entourage proche, ça arrive. Ouais, voilà, et puis ça arrive plein de fois, en fait. Quelqu'un qui arrive un plâtre à l'école, t'en vois plein. Donc, je pense que ça a été un peu au fur et à mesure quand j'ai commencé à comprendre que je devais m'adapter. Pareil, la gym, moi, j'ai jamais voulu qu'on me dise tu peux plus en faire, t'arrêtes. J'y suis retournée l'année d'après, et c'est moi qui ai pris le choix d'arrêter parce que je me rendais bien compte que ça allait être plus compliqué que prévu. Et c'est ce sentiment d'injustice que j'ai vécu un peu après, et où j'ai toujours une relation un peu spéciale avec, parce que à travers mon histoire, je pense que l'injustice, ça m'est vraiment inconfortable. Mais je pense que ces 2 ans-là ont été beaucoup plus durs à vivre pour mon entourage, surtout mes parents, qui se rendaient compte en fait de toutes les conséquences que ça allait pouvoir avoir après dans ma vie, et qui se posaient beaucoup plus de questions que moi à l'époque. Et à quel âge tu as réussi à te construire et à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX? Tard. Très tard, parce que je ne savais pas d'où ça venait. Il y avait un peu une forme de colère aussi qui était rentrée en moi, que je n'arrivais pas forcément à partager, et que je ne savais pas identifier non plus parce que j'étais trop jeune. Et en fait, je pense que ce qui m'avait vraiment aidée, c'est de rentrer dans ce milieu handisport, de découvrir plein d'autres histoires, plein d'autres parcours, et de me dire, ok, mais en fait, c'est pas grave tout ça, tu peux t'en servir justement. Et c'est en utilisant justement ces parcours-là et ces formes de résilience qu'ils avaient, qui étaient énormes, que je me suis dit, mais moi en fait, je veux faire pareil, je veux vivre de la même manière, m'en servir avec humour, et de me dire qu'au final, au pire des cas, qu'est-ce que ça m'empêche? Pas grand-chose, donc on avance. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à mettre des mots sur les choses, à évacuer aussi ce que j'avais vécu, à pouvoir en parler avec des gens qui avaient vécu d'autres parcours aussi un peu similaires. Et puis le fait de le porter pendant plusieurs années aussi. Ouais. Mais en plus, ça a été long parce que du coup, comme c'était une erreur chirurgicale, il y a eu plainte derrière. Ça a duré, je pense, 8 ans le procès. Donc en fait, je suis ressortie du procès, j'étais majeure.
J'avais eu un parcours de vie déjà qui avait bien avancé. Et je pense qu'à partir du moment où le procès a été fini, c'était un soulagement dans la famille. Et même pour moi, en me disant, elle est finie cette période, on a avancé, on passe complètement à autre chose, on vit d'autres choses en fait. Et pendant cette période-là, la natation a été ton sas à toi, ton défouloir, je ne sais pas quel mot tu mets dessus. Mais ça de résilience, je pense. Défouloir aussi, parce que j'avais loupé pas mal d'écoles, donc j'avais beaucoup de retard aussi en cours, donc j'étais pas à l'aise à l'école. Déjà que j'avais pas vraiment de facilité, ça m'a pas vraiment aidée. Et en fait, du moment où j'ai pris ce choix de me lancer dans la natation, bah, tout a retrouvé un équilibre. J'ai retrouvé un équilibre, que ce soit personnellement, parce que je me suis redécouverte. En fait, je me suis dit, bah, en fait, je suis capable de faire plein de trucs. Et au niveau scolaire, bah, j'ai repris un niveau petit à petit, donc j'ai repris confiance aussi là-dedans en me disant, bah, je suis aussi capable de faire quelque chose en cours et je ne suis pas complètement à la rue pour toute ma vie. Je vais réussir à faire des études. Et je pense que c'est retrouver un équilibre comme ça qui, au fur et à mesure, m'a redonné confiance en ce que je pouvais faire. Tu as pu être accompagnée étant jeune, quand même, pour traverser... Pas du tout. Pas du tout, et c'est ce que je regrette beaucoup aussi dans le parcours un peu médical, c'est qu'ils savaient l'erreur qui était en train de se passer, ils savaient que ça pouvait être compliqué dans la construction d'une adolescente, et il n'y a rien qui a été mis en place, que ce soit médicalement parlant ou même scolairement parlant. En fait, je suis retournée en cours après, je loupais des mois et des mois, je revenais, je reloupais des mois, je ne pouvais pas écrire parce que c'était le bras droit et j'écrivais du bras droit, et aucun des profs n'a fait d'effort pour m'aider à récupérer tout ce que j'avais loupé ou aider à suivre en fait le courant des choses. Et c'est un peu le point aussi où je me dis, ils auraient pu faire un tout petit effort pour m'aider à avoir un truc qui m'accrochait quoi, à ce moment-là. Espérons que cette histoire aussi puisse faire changer les choses. Oui, bien sûr. Ça fasse changer les mentalités. La natation, du coup, tu t'es mis à fond, si je puis dire. Tu as gardé cet amour pour la natation au fil du temps, pendant ces années un peu compliquées. À quel moment est venu aussi ce goût et cette envie du challenge ? En fait, je pense que dans l'eau, j'y suis retournée très vite aussi. Pareil, en fait, le sport, j'y suis retournée dès qu'on m'avait donné l'autorisation, plus ou moins. Et la natation, ça m'a permis de retrouver du contact avec les gens aussi, socialement parlant, de retrouver les copains, d'avoir un peu une bulle où on ne parlait plus de handicap, on ne parlait plus de mes résultats scolaires. J'étais juste là pour prendre du bon temps. Et en fait, au fur et à mesure, comme c'était un endroit où je me sentais bien, j'y allais plus, j'ai créé des liens beaucoup plus forts avec les personnes, etc. Et le monde handisport, en fait, est venu un peu à moi comme ça, sur une compète, parce que j'ai continué les compétitions valides comme je faisais avant. Et c'est un officiel de la compétition, la natation et un petit milieu, avait entendu parler de mon histoire. Et il était directeur d'un club handisport sur Anglette. Et il m'a dit, mais viens essayer. Bon, au début, moi, j'ai regardé un peu, qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai pas d'handicap, je suis pas handicapée. Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire sur un sport paralympique ? Et c'est là où on a commencé à m'expliquer un peu plus. Et j'ai dit, bon, bah, il me dit d'aller tenter, j'ai rien à perdre, j'y tente. Et je suis arrivée sur mes premiers championnats comme ça. Et en fait, c'est un peu de fil en aiguille. J'ai été sur mes premières compètes, j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Mes parents m'ont encouragée derrière à continuer. Je me suis dit, bon, bah, autant tenter. Je suis arrivée sur mes premières grosses compètes, etc. Et en fait, c'est à travers ça que tu dis, moi, j'aime bien le challenge, j'aime bien aller chercher plus. Et au fur et à mesure, bah, tu montes les échelons. Tu as commencé en 2015, les vraies grosses compètes, on va dire, avec des Jeux européens de la jeunesse, c'est ça. Ouais. Tu peux nous expliquer, pour les non-initiés, un peu ce que c'est, le contexte ? En fait, c'est une compète de jeunes. Je crois qu'il ne faut pas avoir plus de 18 ans pour cette compétition. Et c'est une compète où ils regroupent pas mal de sports sur le même lieu. Et c'est juste des pays européens qui se regroupent et qui font concourir ces jeunes ensemble. Et c'est vrai que généralement, c'est la première grosse expérience internationale que tu as en étant jeune et qui te donne aussi des fois envie de continuer. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et justement, comment ça s'est passé ces premiers Jeux pour toi ? En fait, c'était une découverte. C'était une découverte énorme. En fait, pour préparer cette compétition, déjà, en fait, préalablement, moi, j'avais fait qu'un championnat de France pour me qualifier à ça. J'avais rien fait d'autre, je connaissais personne. Enfin, je découvrais totalement le milieu, en fait. Et pour préparer cette compétition, tous les jeunes qui étaient sélectionnés, on était 6, 3 filles, 3 garçons, on fait une semaine de stage à Vichy. Donc, on s'était tous retrouvés là-bas. Et ça a été déjà une expérience extraordinaire, de se retrouver tous là, s'entraîner. Moi, je découvrais... T'as l'esprit équipe, là. Ouais, voilà, en fait, j'étais un peu dans un mode, c'est trop cool ce que je suis en train de vivre. Je pars sur un autre pays, on va vivre ça tous ensemble. Je découvrais de nouvelles personnes. Enfin, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et en fait, à Vichy, il y avait ce pôle France handisport.
Donc on part sur les Jeux européens de la jeunesse avec le coach qui entraînait à Vichy. Et tout se passe bien, je ressors médaillée de là-bas. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire. J'ai vu un truc... Limite, tu t'y attendais pas? Bah non, complètement pas. Moi, on m'avait dit ça en septembre. J'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, c'était un peu inespéré au vu des dernières années. Et j'avais passé de très bons moments aussi avec les personnes qui m'accompagnaient. Et en fait, en ressortant de là, le directeur du pôle France handisport m'avait dit, mais viens t'entraîner avec nous à la rentrée. Je me regarde comme ça, je fais, alors même pas en rêve. T'as vu où c'est Vichy? T'as vu où j'habite? Jamais j'irai quitter ma ville pour aller dans la Cambrousse, m'enfermer pour m'entraîner. Et en fait, je ressors de la compète en me disant, j'ai bien aimé ce qui s'est passé quand même. J'ai bien aimé gagner, j'ai bien aimé faire les courses. Est-ce qu'en m'entraînant à Pau, je vais pouvoir réussir à repartir sur ce genre de compétition? Et donc il se passe 1 semaine, 2 semaines. Et là on arrive mi-août et je dis à ma mère, en fait je vais partir. Et du coup du jour au lendemain, j'ai pris mes affaires et on est parti. Oh oui. Vraiment. Je fais souvent mes choix comme ça un peu. Et la condition, en fait, c'était qu'ils n'avaient pas de place en première et que je devais redoubler ma seconde. Et en fait, sur le moment, je m'en foutais. Je me dis, de toute façon, au vu de mes résultats, il vaut peut-être mieux que je redouble. Et je pense que ça a été même un très bon choix scolairement parce que j'ai repris des bases que j'avais complètement loupées. Ça a consolidé des choses qui avaient été très, très fébriles à cause des opérations. Et donc, je suis arrivée à Vichy comme ça, un peu sur un coup de tête complet, en me disant, au pire, si ça marche pas, je retourne chez mes parents et j'aurais tenté une expérience et c'était pas mal. Et les premiers temps ont été un peu difficiles à Vichy parce que j'étais quand même très loin de la maison, j'avais 15 ans, je partais sur un coup de tête. Donc, il fallait quand même que je m'adapte aussi au milieu dans lequel je m'étais imposée. Mais je pense que ça a été un des meilleurs choix aussi de ma vie de partir sur ce coup de tête-là. Et comment ça s'est passé ton intégration là-bas? Parce qu'au final, tu connaissais personne. Ouais. Et il va arriver une jeune Emeline du Sud-Ouest qu'ils connaissent à peine, mais qu'ils ont vu performer quelques semaines avant. Quel a été le regard et la perception de ton côté? J'ai été très très bien accueillie. Il y avait déjà un bon groupe, un bon noyau de formés. Et en fait, directement, tu tisses des liens très forts parce que moi, je rentrais que pour les vacances, eux aussi. Donc, le week-end, on était tous ensemble. Enfin, on était comme une grosse coloc. Voilà, ouais. C'est ça. Galère. Ouais, mais c'est un peu ça, complètement, parce que à l'entraînement, c'est pas toujours facile, mais on est ensemble. Le soir, quand on est tous crevés, on est ensemble, on mange ensemble. Donc forcément, tu tisses des liens très très forts et c'est des personnes avec qui j'ai toujours contact maintenant et avec qui je pense qu'on aura toujours contact. On a des liens qui sont inséparables et ça, pour moi, c'est encore plus fort que ce que tu vis aussi dans le sport. Vous êtes restés longtemps ensemble, ce groupe, entre guillemets? Ouais. Alors on s'est vu vraiment progresser, que ça soit personnellement, sportivement, dans la vie professionnelle. On a un noyau un peu de 4, il y en a un qui est parti un peu plus tôt, mais on a fait nos premiers championnats du monde ensemble, nos premiers championnats d'Europe, c'est des choses qui marquent, des préparations qui marquent aussi. On vit des moments très durs. Émotionnellement ensemble, des moments très forts. Donc en fait, c'est des choses qui te nourrissent une relation qu'on peut pas imaginer dans une vie un peu plus lambda, on va dire, quand nous on vit ça. Et je sais que pour le moment, on vit chacun de notre côté des vies complètement différentes. On a tous pris des chemins de vie vraiment différents. Mais la plupart étaient là dans les tribunes au jeu pour m'encourager. C'est des choses qu'on pourra jamais décrire ce qu'on a vécu et qui nous a unis à jamais. Oui, même si tu t'appelles pas de 6 mois, tu décroches le téléphone, c'est quand vous étiez quittés hier. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais. Et c'est avec eux que tu as connu les premières compétitions en tant qu'adulte, puisque c'est jeune jusqu'à 17 ans apparemment. Ouais. En fait, la seule compétition jeune que j'ai fait, c'est celle-ci. Voilà. Et après, c'était en 2015, en 2017, du coup, j'étais sur mes premiers championnats du monde, toutes catégories d'âge confondues. Et justement, c'est avec ces personnes-là que je les ai vécues. Et c'est des choses qui restent vraiment gravées dans notre tête, en fait. Comment ça s'est passé pour revenir un peu sur les championnats du monde, tes premiers, justement? C'était encore une fois un peu particulier, parce qu'en fait, ces championnats du monde, ils étaient prévus normalement en octobre. Donc, souvent très tard, on nage tout l'été, on se prépare tout l'été. Voilà. Et puis pour des adolescents de 16-17 ans, nager tout l'été, tu te dis, normalement, je suis en vacances avec les copains. C'est la première fois, avec parrain, rester dans la mer. Donc c'était la première fois qu'on faisait ce sacrifice-là, entre guillemets, de passer un été à se préparer. Et en fait, on arrive à 3 jours du départ, un truc comme ça. Et on nous annonce un tremblement de terre à Mexico. Donc décalage ou annulation des championnats du monde. Et là, en fait, on était 3 du coup à partir de Vichy là-bas. On s'est décomposé, on s'est dit mais comment ça? Donc ça a été très dur. Et en fait, quelques semaines après, on nous annonce qu'ils sont juste décalés en décembre. Donc on a dû se remettre dans le bain.
Mais en fait, on était trop excités de vivre cette expérience ensemble, donc ça a été assez facile. Et je suis arrivée là-bas, mais j'étais plus en mode waouh, c'est trop bien. Contemplation, quoi. Ouais. En fait, j'étais pas actrice vraiment de ce que je faisais parce que je découvrais totalement ce monde-là. On était une équipe réduite parce que certains, du coup, avaient fait le choix de plus y partir au fait du décalage. Mais à cette époque, du coup, il y avait Anaëlle qui était déjà une très ancienne de l'équipe, qui avait fait déjà Londres, Rio, enfin voilà, avait déjà des jeux derrière elle. Je tombe dans sa chambre, moi j'étais juste impressionnée d'être avec elle. J'étais là, je découvrais totalement. Elle avait déjà fait tant de choses dans sa carrière que moi je commençais, j'étais omnibulée en fait par tout ça. Et en fait, on a vécu une expérience, on n'était que 5, mais ça nous a soudés. Moi, c'est un des championnats qui restera le plus gravé dans ma tête, je pense, parce que c'était le premier, que j'ai partagé ça avec des gens que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie encore. Et du coup, ça a créé quelque chose de très fort en moi. Et justement, comment vous avez vécu, et j'imagine que justement cette relation à 4-5 a été hyper salvatrice pour ça, ce down 3 jours avant, de dire on se prépare pendant des mois et peut-être que ça n'aura jamais lieu. Ouais. En fait, sur le moment, je me rappelle qu'on a appris ça, on était à l'entraînement. En plus. Ouais. Et pour dire, on avait vraiment envie de rien faire. Et le coach on avait tellement pété un plomb qu'il est parti de l'entraînement. Ah oui. Ouais. Je pense que lui aussi, il savait. Ah oui, il savait que il allait rien obtenir de nous ce jour-là. Nous, du coup, on avait juste envie de faire les cons. On avait 16-17 ans. Franchement, tu venais nous apprendre qu'on avait fait toute une préparation, qu'on avait fait tout le plus dur pour nous annoncer qu'à la fin, il n'y avait plus rien. Donc ce jour-là, ça a été vraiment dur. Après, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on était un peu en mode t'es pris, mais tous ensemble. Je nous revois. En fait, t'avais le Crêpes ici et t'avais juste en face un champ. Et derrière, t'avais un McDo. On se rejoignait au McDo en mode un peu déprimé, à manger une glace en disant mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et on s'est laissé quelques jours en fait juste pour se dire c'est ok, on a le droit de ressentir tout ça et après on repart à l'entraînement pour continuer à faire ce qu'on a à faire et à atteindre nos objectifs. Justement, tes objectifs, ça s'est plutôt bien passé, ces premiers jeux, puisque donc tu nages, tu es spécialiste du 50, du 100 et du 4x100, c'est ça ? Ouais, et du 100 dos. À l'époque, je faisais beaucoup de 100 dos. Ah, ok. Jusqu'à Tokyo. En fait, principalement, tout le début de ma carrière a été focalisé. Sur le dos ? Ouais. Ah, ok. Voilà. C'est dû à quoi ? C'est une technique, c'est une approche ? C'était là où j'étais plus à l'aise, ou là où je prenais le plus de plaisir, et là où en fait j'étais proche des temps, donc on s'est focalisé sur ça. Et jusqu'à là, j'ai aimé ce que je faisais, donc on était sur ça, quoi. Donc tes Jeux de Mexico, on disait tu étais entre médaille de bronze et voire même 6e. À chaque fois, t'as joué les finales. Ouais, c'est ça. Après, du coup, c'était quand même un championnat particulier. C'était des championnats du monde où il manquait un peu de monde, pour le coup, parce qu'avec ce décalage, il y en a qui, avec le tremblement de terre, n'avaient pas voulu faire le déplacement. Donc, c'est des très bons résultats que on dit tout le temps, les absents ont toujours tort, que je prends forcément dans mon palmarès, mais qui restent moins spécial, on va dire, pour moi, dans le sens où c'est... Ça mettre en perspective, quoi. Ouais, voilà. Je ne mettrai pas cette médaille de bronze que j'ai faite sur ce championnat du monde à la hauteur de celle de 2023. D'accord. Voilà. Bon, on va parler, attends, on a... Oui. Championnat d'Europe de Dublin, du coup, après, en 2018. Ouais. Comment ça s'est passé ? T'as retrouvé... J'imagine que tu étais galvanisé un peu pour retrouver cette énergie et faire la nouvelle saison. Ouais, bien sûr. Mais du coup, la saison avait été pas mal longue, parce qu'on ne s'était pas vraiment arrêté. Et j'étais blessée à l'épaule sur cette année-là. Même pendant la prépa pour Dublin, j'avais eu de gros soucis d'épaule. Donc j'arrive là-bas en ayant une préparation un peu altérée quand même. Et en plus, en arrivant, on a vécu quand même pas mal de péripéties où, en fait, dans le monde handisport, tu as les classifications pour te mettre dans des catégories d'handicap. D'accord. Et S1, S10, c'est exactement. ça ? Donc ça va de S1 à S14. S1, c'est le plus lourd handicap. D'accord. S10, c'est le plus léger handicap physique. D'accord. S11, S12 et S13, c'est les handicaps visuels. Et S14, c'est l'handicap mental. D'accord. Donc en fait, pour nous mettre dans des catégories comme ça, on passe en classification devant un médecin qui fait des examens sur table et dans l'eau. Et en fait, jusqu'à tes 18 ans, tu es revu tous les 2 ans. Tu es obligé d'être revu tous les 2 ans pour être mis dans des catégories. Et à partir de ce moment-là, ils décident, soit c'est confirmé parce que tu as un handicap qui ne bouge jamais, soit c'est des maladies, des choses un peu plus spécifiques qui peuvent évoluer. Tu es revu tous les ans ou tous les 2 ans aussi. Et en fait, sur les 3 de Vichy où on partait, on était les 3 revus avant la compétition là-bas. Et il faut savoir que c'est quand même très stressant parce qu'à un point près, des fois tu peux basculer dans une catégorie et que ça change toute ta compétition.
Et en fait, les temps ne doivent pas être les mêmes, les références non plus, ça doit être... Non, en fait, tu peux être médaillé dans une KT et dans l'autre, t'es même pas finaliste. D'accord. Donc c'est quand même particulier et ça prend beaucoup d'énergie. Donc on passait les 3 juste avant la compétition sur cette classification. Et les 3, on a eu des problèmes de classif. Donc ça a été des moments un peu d'émotion en dents de scie. Moi, ça s'est bien terminé, mais pour mes 2 collègues, pas vraiment. Du coup, ça nous a mis quand même dans une ambiance un peu spéciale parce que moi, j'étais touchée par ce qu'ils avaient vécu aussi. Ça m'embêtait. Mais en même temps, il y avait quand même la compète. Donc, on était quand même un peu dans un environnement moins joyeux, on va dire. Heureusement que tous les parents avaient fait le déplacement et tout ça. Donc, ça, c'était chouette. Mais je pense qu'encore à ce moment-là, j'étais jeune. Je ne savais pas comment gérer mes émotions. Je ne savais pas prendre le positif, éloigner le négatif, me servir des choses pour que moi ça puisse... être beaucoup. Ouais, voilà. En fait, j'étais juste une éponge, j'absorbais tout, parce que je suis quand même quelqu'un de très émotif, très sensible, j'absorbais tout, mais je savais pas m'en servir correctement et je savais pas m'apaiser au moment où il fallait. Et en fait, du coup, j'étais dans la peur complète de ce qui se passait, quoi. Mexico a été une expérience extraordinaire, mais c'était un moment particulier parce qu'il y avait eu tremblement de terre, c'était une compétition un peu plus légère, on n'était que 5. Là, on était une plus grosse équipe, il me semble qu'on était 10. Il y avait le retour des grosses têtes un peu de la natation paralympique à cette époque, qui ont parfois des caractères un peu puissants, et quand t'es jeune et que t'arrives, c'est pas forcément facile de trouver sa place. Et du coup, ces championnats, ils ont été un peu particuliers parce que j'arrivais pas à m'exprimer et je savais pas où était ma place, en fait. Ils ont été revus, tes collègues, au bout d'un ou 2 ans? Ou leur classification? Non, elles n'ont jamais échangé. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils se sont écartés de la natation paralympique aussi à un certain moment. D'accord. Oui. Tu as eu après, on a tous eu cette fameuse période du Covid 2020. Tu es reparti en 2021, donc tu as reconnu un décalage. Oui. Puisqu'une fois on aime bien, on aime bien, nous. Tout mon début de carrière a été comme ça. Donc Tokyo 2020. Ouais. Qui a eu lieu en 2021, donc tes premiers jeux. Quel a été le parcours pour te qualifier? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu as tout un processus de sélection aussi. Alors en fait, pour se qualifier aux jeux, généralement, c'est soit tu es médaillé au championnat du monde d'avant, en faisant 1 et 2 en individuel. Donc ça, si tu es ça, tu as ta place entre guillemets assurée, tu as une présélection. Soit sur l'année même, tu as les rankings. Et non, c'est sur l'année d'avant. Tu dois être dans le top 4 des rankings sur une nage. Donc ça, c'est les 2 premiers tests de sélection, où tu sais ta sélection un peu plus tôt pour le coup. Et sinon, le dernier moyen, c'est de faire un temps que la fédération t'a imposé sur telle ou telle compète. Voilà. Donc tu as des minima A, minima B. Toujours mieux de passer des minima A, parce que du coup, s'il y a quelqu'un qui passe un minima B, t'es un peu au-dessus. Donc c'est des temps qui fixent et qui te donnent plutôt en début de saison. Pour Tokyo, ça a été un peu particulier, parce que du coup, ça a été décalé. On savait déjà désélectionner en 2019, mais du coup, les gens ont été en 2021. Et en fait... Tu l'as su en 2019, du coup? Non, pas moi, parce que j'avais pas passé, du coup, par cette médaille au championnat du monde. Mais il y en avait certains, oui, pour le coup. Et en fait, sur les championnats du monde, on sait aussi le nombre de places qu'on va avoir au jeu, qui est limité. Donc, pour Tokyo, on avait 5 places chez les garçons et 3 chez les filles. Donc, c'est quand même minime. Sachant qu'il y avait déjà 2 présélectionnés, donc il restait plus qu'une place en fait chez les filles. Donc il y avait toujours cette incertitude. On était, je crois, 4 sur cette place-là à cette époque. Dont des copines en plus, peut-être? Oui, des gens que tu as côtoyés pendant longtemps, avec qui tu as partagé des choses en stage, en notre compète. Donc c'est toujours un peu compliqué de se dire c'est soit ta tête, soit la mienne. Sachant que ça a été des années compliquées quand même, le Covid, pour pouvoir s'entraîner. En fait, du coup, moi, sur cette année-là, j'étais toujours sur Vichy. Et en 2020, après le confinement, mes 2 coéquipiers avec qui je m'entraînais et avec qui j'avais commencé à Vichy ont pris des chemins différents à ce moment-là. Donc en fait, toute l'année de Tokyo, je me suis entraînée toute seule. Mais sur le moment, en fait, ça m'a pas gênée parce que moi, j'avais vraiment cet objectif et j'étais focalisée sur Tokyo. Et du coup, je passe ces temps-là, il me semble que c'est sur les championnats d'Europe en mai. Donc vraiment un soulagement. En fait, j'ai couru toute l'année à travers ce temps et j'avais une pression monstre en fait, de réussir à passer ce temps-là. Et des fois, je me décomposais, je faisais des contre-performances affolantes parce que j'avais une pression de me dire si je le fais pas, c'est mort. J'ai fait tout ça pour rien. Et puis chaque compétition qui passe, c'est une cartouche en moins, quoi. Exactement. Et du coup, c'est vraiment une pression. Et puis, en fait, j'étais un peu en tête-à-tête avec le coach à ce moment-là. Donc, je mettrais une pression aussi sur je lui dois ce résultat-là. Et en fait, je perdais un peu de sens de pourquoi je faisais ça. Donc, en fait, je suis arrivée sur ces jeux. J'ai su ma sélection en juin, donc j'ai passé les temps en mai, mais c'est officialisé qu'en juin.
Mais du coup, moi, mon année était focalisée sur aller au jeu. Mais une fois au jeu, je savais plus ce que je devais réellement faire. Enfin, mon objectif était déjà accompli. Donc, je vis ces jeux un peu en mode découverte, en quelque sorte. C'était quand même un monde particulier avec le Covid et le confinement. On est parti 1 mois avant sur le Japon parce que le décalage horaire, la différence de température, ils voulaient qu'on s'y habitue. Sauf que on était sur une base arrière un peu plus loin que Tokyo, à 1 heure en avion, il me semble. On était dans un hôtel, on avait tous des chambres individuelles, mais on était testés tous les jours. On n'avait pas le droit de sortir. Même quand on sortait pour aller dans le bus, pour aller à la piscine, ils arrêtaient tout le passage dans la rue pour qu'on traverse. Et en fait, pour quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui aime bien faire des choses, quelqu'un qui n'aime pas rester enfermé, ça a été très dur à vivre. Parce qu'en fait, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de bouger, de m'aérer et de ne pas voir que de la piscine ou que ruminer ce que tu as fait à l'entraînement pendant tous les 4 heures d'après qui suivent. Donc ça a été dur à vivre parce qu'en fait, pareil, je trouvais pas ma place, j'arrivais pas à exprimer qui j'étais réellement. Et donc je suis arrivée sur ces jeux, mais juste exténuée par toutes les années que j'avais accumulées aussi, je pense. Je suis quand même finaliste, être finaliste sur ces premiers jeux, c'est pas rien. Mais en fait, toutes les courses que j'ai faites, j'y suis ressortie en pleurant, mais à chaudes larmes et à des larmes qui étaient inarrêtables. Et un soir, j'appelle mes parents après une course et je dis il faut que je parte. Un déclic venu strictement de nulle part parce que pour moi, j'étais en incapacité de partir de Vichy parce que je m'étais construite là-bas, j'avais toute ma zone de confort, une sécurité. Tu t'es faite là-bas, continue. Exactement. Et je me disais, mais où c'est que je vais pouvoir m'entraîner? Quand on me posait la question, mais tu vas jamais partir? Je dis, mais pourquoi je partirais? Où c'est que je vais m'entraîner? Je m'entendais très très bien avec mon coach de là-bas. Et du jour au lendemain, un peu comme quand je suis partie de Vichy, du jour au lendemain, je me suis dit, mais il faut que je parte. Sauf que j'avais déjà entamé du coup mes études de psychomote là-bas, que les jeux, c'est quand même en septembre, donc impossible de partir du tac au tac comme j'avais fait. Mais j'avais vraiment cette idée il faut que je parte. Et du coup, je pense que Tokyo m'a servi à ça, à avoir ce déclic-là. Et être salvateur pour ça. Ouais. Et à me dire, j'ai plus envie de vivre les 2 années que je viens de vivre émotionnellement. Il faut que je trouve une solution pour être moi-même et pour aimer pleinement ce que je fais. Parce que j'aimais l'entraînement et tout ça, mais j'avais toujours cette peur d'échouer. J'avais toujours ce stress en fait qui me mangeait, que ce soit en entraînement, sur des grosses séances ou en compétition, et où du coup je prenais pas ce plaisir que je devrais avoir. Et justement, j'imagine que tu as travaillé depuis dessus. Enfin, du moins, tu as analysé. Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu cette envie et ce goût au fur et à mesure des mois? Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a redonné le déclic et qui a fait que tu as pu te remobiliser, retrouver du sens? En fait, je pense qu'au fur et à mesure, des fois, on te donne une pression de la performance constante dans le sport de haut niveau. Que ce soit l'entraînement, des choses qu'on attend de toi, même personnellement, que tu sois dans tel critère comme ça, en fait, on te met dans des cases, tout simplement. Et moi, je m'y suis perdue parce que je savais plus pourquoi je faisais du sport et qu'est-ce que j'aimais dans le sport. Donc en fait, l'année qui a suivi Tokyo a été très très difficile parce que ça m'a plongée dans quelque chose où j'étais plus moi-même, que ça soit personnellement ou sportivement. Une perte de repère? Ouais, complètement. Je savais plus qui j'étais. Et des fois, en fait, aussi dans la vie de tous les jours, on t'associe qu'à une sportive. Et du coup, moi, j'étais sportive, mais là, du coup, comme je me sentais plus sportive, qui j'étais. En fait, je perdais toute identité dans ma vie. Et donc, le premier pas était vraiment un suivi psychologique pour me retrouver moi, me dire, OK, je suis sportive, mais je fais des trucs à côté. En fait, je suis pas résumée qu'à être sportive de haut niveau et à une performance. Et donc, ça m'a déjà détaché un peu de... Je suis pas qu'un temps, je suis pas qu'une distance, je suis pas que la sportive qui s'entraîne. Je fais des trucs à côté, j'ai des proches qui font pas de sport, etc. Donc ça, c'était vraiment la base de tout, de me retrouver moi-même en tant que personne et pas qu'en tant que sportive. Et après, je pense que ça a été retrouver les bases. Qu'est-ce que j'aime dans le sport? Pourquoi je le fais? Qui j'ai envie d'être en faisant du sport? Comment j'ai envie de le faire? Et du coup, où c'est que ça m'emmène? Où c'est que j'ai envie d'aller? Et en fait, c'est toutes ces questions un peu basiques qu'on perd dans le rythme de tous les jours qu'on a en tant que sportif de haut niveau, qui est parfois affolant, mais qui était essentiel en fait pour me reconstruire et pour me dire ok, je vais y aller doucement parce que là j'ai plus assez d'énergie pour y aller vite, mais je sais où je veux aller et comment je veux l'être. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a commencé progressivement à aller mieux. Mais en fait, à partir de ce moment où j'ai compris ça, je suis partie. Donc je suis rentrée des Jeux en septembre, j'ai recommencé à nager très vite. En fait, j'ai compris que ça dégringolait, quoi. On arrive en février,
Et à ce moment-là, j'étais chez mes parents et je rentre d'une étape de Coupe du Monde, mais je pense la pire compète de toute ma carrière. J'ai fait des temps, je pense, que je faisais quand je suis rentrée à Vichy à l'époque. Et j'étais un zombie. Même la Fédé m'a dit, je pensais qu'on allait te perdre à ce moment-là. Et je suis rentrée chez moi, ma mère est venue me chercher à la gare, elle me dit, on peut plus faire comme ça. Là, il faut qu'on trouve une solution. Et 2 semaines après, je quittais Vichy, j'allais à Brest. Voilà. Comment, c'est à partir de ce moment-là, je pense aussi, où tu as travaillé sur tes piliers de vie dont tu parlais. Ouais, parce que je me suis rendu compte que ça me correspondait plus que ce que j'étais et ce que je montrais. J'avais envie juste de pouvoir pleinement être moi-même. Et en fait... T'es perdue peut-être un peu? Ouais, complètement. Je me suis perdue complètement dans ce tourbillon un peu qu'on m'a imposé. Et j'avais besoin de me retrouver autrement. Et en fait, je ne pouvais pas me retrouver dans un environnement qui m'avait plus ou moins détruite. Brest, j'avais commencé déjà à faire les démarches de toute façon pour partir. Il y avait eu 3 lieux de toute façon où j'avais une école et un club pour pouvoir m'entraîner. J'avais ciblé des clubs valides parce que je m'étais dit j'ai un handicap qui est léger. En fait, j'avais envie de me mettre au défi et de me dire de challenger. Ouais. Tu sais jusqu'à où je peux aller. Et de toute façon, pour aller chercher quelque chose comme ça, il faut que je sois dans un club valide et que je sois dans le rouge complet tout le temps. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Brest m'a accueilli vraiment les bras ouverts. Steven, en fait, l'entraîneur, je l'avais déjà croisé au bord du bassin à Vichy pendant ma prépa pour Tokyo. Ils étaient en stage équipe de France au libre et on avait discuté. Et du coup, je m'étais dit, il y a une école, il y a un entraîneur là-bas avec qui j'ai déjà eu contact. Et franchement, je le sens plutôt bien parce que c'est toujours particulier quand tu es quelqu'un du monde paralympique qui arrive dans un monde valide. Est-ce que mon projet va être pris en compte correctement? Moi, j'avais pas envie d'arriver non plus et de me sentir complètement délaissée. Déjà que j'étais pas au top de ma santé mentale. Et en fait, je suis arrivée là-bas en avril, 2 mois avant les championnats du monde. Vraiment, je suis partie, je me suis dit de toute façon, là, je peux pas faire pire que là où j'en suis. Je pars, je tente, ça marche pas, je m'arrête là, tant pis. Ah oui, c'était vraiment binaire là. Ah oui, c'est soit ça marchait, soit je pense que j'arrêtais tout et je recommençais une nouvelle vie. Et en fait, ils ont réussi à avoir confiance en moi quand moi je l'avais plus finalement. Je suis arrivée, je leur ai dit bah voilà, moi je suis ça, il me reste ça et j'aimerais aller vers ça, je vous donne tout. Là vous avez toute ma confiance, vous avez tout mon projet et c'est comme ça que je fonctionne en fait. Quand j'arrive quelque part, je donne toute ma confiance et on voit si ça marche. Et en fait ça a été un tournant complet dans ma vie personnelle et dans ma vie sportive parce qu'ils ont su me donner une attention particulière et une confiance. Ils ont dit mais si t'es capable de le faire, vas-y, on croit en toi, on va te pousser à le faire. Et je suis arrivée sur les championnats du monde, mais soulagée d'une pression. Je suis arrivée avec le sourire derrière le plot, des trucs qui ça m'arrivait pas avant. Avant j'étais fermée, on voyait que j'étais crispée, on voyait que j'étais stressée, je pouvais pleurer à tout moment. Que là j'ai juste pris du plaisir. Le résultat je m'en tapais complet parce qu'un mois avant limite je nageais sous l'eau tellement il se passait plus rien. La vie est bonne. vraiment. Et en 2 mois ils ont réussi à me faire nager aussi vite que ce que j'avais, même plus vite que ce que j'avais nagé au jeu. Et là je me suis dit ok, il y a un truc qui est en train de se passer et il faut continuer dans cette voie-là. Et en fait en parallèle j'ai rencontré des gens personnellement qui m'ont aidé à sortir du cercle que sportif. Elle nageait, mais j'étais omnibulée par comment elle gérait le à côté. Elle sortait, elle faisait des repas. Moi, à 21h, d'habitude, j'avais mon repas préparé. Et si je mangeais avec les copines, j'avais un tupperware parce qu'il fallait pas dépasser tant de calories, etc. Ah oui, c'était en fait, j'étais dans un truc beaucoup trop carré où ça correspondait pas à ma personnalité. Et ce groupe de filles que j'ai rencontré là-bas m'ont réappris ce que c'était la vie, en fait. Et qu'en fait, avec un équilibre, c'est beaucoup plus simple que les choses se passent bien qu'en étant trop carré, en voulant trop bien faire, en voulant tout contrôler tout le temps. Et du coup, c'est avec cet aspect sportif et personnel que j'ai réussi petit à petit à reprendre confiance en tout ce que je pouvais faire, ce que mon corps pouvait faire, ce que ma tête pouvait faire, jusqu'à où je pouvais aller, même si des fois, j'étais complètement à la rue quand je suis arrivée. Mais on s'était dit, sur le premier rendez-vous avec Steven, on n'adapte rien, on voit comment je peux m'adapter, moi-même. Et au début, je pense que des fois, je rentrais chez moi, j'étais lessivée, j'étais comme ça, j'étais encore rouge de la séance. Mais j'étais dans un plaisir de me dire, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à me dépasser. Il se passait quelque chose en moi où le challenge avait dépassé le fait que je me sentais pas bien. Tu as parlé de ce détachement, et que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Comment tu as travaillé, à quel moment tu as mis le doigt dessus sur la fameuse relation cœur-corps-esprit que l'on apprend avec les années? Ouais,
en fait, je me suis dit, j'ai pas assez travaillé tôt sur ça. Mes émotions me bouffent. J'avais peur tout le temps, même peur de certaines séances. Enfin, vraiment, des fois, j'arrivais à la boule au ventre, en pleurs à Vichy à des séances. Donc, et en fait, Steven a vite compris que j'étais quelqu'un d'émotive, que moi, me rentrer dans la gueule, ça me servait à rien l'entraînement, mais que justement, il fallait être dans une certaine communication, compréhension de ce que j'étais en train de vivre. Et il m'a proposé un prépa mental sur place. Et du coup, ça faisait lien avec le suivi psychologique que j'avais suivi à Vichy, et j'ai dit oui directement. Et en fait, le feeling est directement passé aussi avec cette personne, et c'est en déconstruction constante de croyances que j'avais ancrées en moi qui m'a permis justement de faire le lien entre tout. Mes études ont pas mal aidé aussi, parce que la psychomotricité, c'est un peu la base. Et en fait, tous ces points-là m'ont permis de prendre du plaisir dans ce que je faisais. Et je pense que la manière de travailler aussi à Brest m'a permis, c'est un aspect très familial, très ludique, où ils cherchent à te mettre en confrontation, mais que ça soit ludique, que tu ailles chercher tout le temps le challenge. Et moi, en fait, j'étais dans la fuite de tout ça avant. J'aimais pas rentrer en challenge avec les autres parce que j'avais peur d'échouer. Mais sauf que si tu le fais pas à l'entraînement, en arrivant en compète, t'as pas envie de te confronter aux gens. Donc c'est vraiment en déconstruisant toutes ces croyances que j'avais, mais des croyances vraiment super limitantes. Des choses que j'avais construites moi-même dans mon parcours, et aussi des fois avec des gens que tu rencontres. Exactement. Et en découvrant qui j'avais envie d'être. Et puis, les personnes que tu rencontres, et comme tu as dit, tu as un côté éponge émotif, donc forcément tu prends le meilleur, mais aussi le moins bon. Ouais, bien sûr. Donc, c'est ça. Et puis, il y a quand même des choses qui sont très ancrées dans la société du sport de haut niveau. Il faut être telle personne pour être une sportive de haut niveau, il faut être telle personne pour être au top mondial. Et en fait, c'était des choses qui me correspondaient pas, mais comme ils disaient qu'il fallait être comme ça pour être meilleur, moi j'essayais de m'y cadrer, entre quelque sorte. Et en fait, j'ai prouvé un peu, entre guillemets, à tout le monde cet été qu'en étant juste soi-même, en trouvant ses armes à soi, il n'y avait pas besoin de regarder mal les gens, il n'y avait pas besoin d'écraser les autres qui sont autour de toi pour performer, il n'y avait pas besoin d'être méchante, en fait, pour pouvoir performer, il n'y a pas besoin d'être fermée. Et c'est des choses qu'on ne t'apprend pas. Donc ça a été un long travail, parce que ça a quand même duré 2 ans. Il y a pas mal de fois où j'en ai pleuré. Je dis pas que ça a été facile tous les jours d'être comme ça, mais je suis contente d'avoir réussi à être moi-même et d'avoir pu partager une autre façon de faire. Oui, ça n'a pas dû être facile, d'autant plus que, comme tu dis, tu as le côté déconstruction, donc perte de repères quelque part. Ouais. Donc ça ne va pas être simple. Mais juste avant, je voulais revenir, parce que je ne veux pas te couper, alors je reviens un peu en arrière. Tu as parlé à Brest où il y avait ce côté famille ludique avec la performance, et justement mettre le plaisir avant la performance. Comment tu as appris ce détachement-là de toi qui étais très justement carré, donc tu as parlé de la prépa mentale, mais comment tu as fait en sorte de faire ce travail, de faire ce détachement-là et prendre du plaisir justement? En fait, je pense que j'étais tombée tellement bas que la performance, à un moment donné, je m'étais dit, ça sera après. C'est vrai que quand je suis revenue à la base, moi ce que j'aime dans le sport, c'est le partage. C'est pouvoir partager avec les gens sur le moment, mais aussi les émotions que je vis sur la compétition avec mon entourage ou les autres. Et du coup, en arrivant là-bas, ça a direct reconnecté ce sentiment-là en moi que j'avais pu vivre plus jeune, parce que j'ai retrouvé un groupe après m'être entraînée 1 an et demi toute seule. Et de ouais, vraiment. Et du coup, de retrouver dans un groupe qui encourage entre les séances, qui encourage même dans l'eau. Au début, je regardais, il se passe ça dans un groupe, mais c'est génial. J'avais oublié ce que c'était. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment stimulée, qui m'a fait me rendre compte que c'est ça que j'aime. Et en fait, j'aime partager avec les gens, et ça, je veux plus qu'on me l'enlève. C'était vraiment un point qui m'a marqué en arrivant et qui me dit, mais en fait, c'est ça qui me manquait. Moi, j'adore partager avec les gens. Quand je pleure, la personne à côté de moi, elle va me dire, allez, tiens le coup. Je suis pas toute seule à pleurer. Et même le coach, il est là, allez, il nous encourage. En fait, on vit toutes les choses ensemble. Et en fait, le partage, c'est quelque chose que j'adore en dehors de l'eau et qui, du coup, fait sens dans l'eau encore plus. Et je l'ai retrouvé à travers leur notion d'équipe, tout simplement. L'équipe, elle est au-dessus de tout. C'est soit tu avances en équipe, soit tu n'avances pas tout seul. Ouais, c'est une vision complètement différente du sport individuel et du sport d'équipe où, comme on dit dans le foot, dans le rugby, le club est au-dessus des joueurs. Là, c'est pareil. Ouais. Pour dire, pour Paris, il y a une des filles du groupe qui est une amie très très proche aussi à côté, mais elle aurait pu partir sur les Jeux Olympiques. Elle n'est pas passée à grand-chose, mais elle n'y est pas partie. Mais elle a pris 1 semaine de vacances et elle a remis son maillot pour faire toute la préparation avec moi pour me tirer tout l'été.
C'est pour dire la notion d'équipe qu'il y a dans le groupe, parce qu'il y en a pas mal qui ont fait des passages aussi pour s'entraîner avec moi pendant l'été. Et je pense que il n'y a pas beaucoup d'endroits. Quand je vois même le reste de l'équipe, il n'y a pas beaucoup de clubs où il y a des gens qui ont replongé pour s'entraîner avec les autres. Et moi, je m'estime très, très, très chanceuse d'avoir eu ces personnes-là pendant ma préparation. Et tu parlais tout à l'heure de la prépa mentale. Aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler au niveau des sportifs. C'est une bonne chose. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, pour toi, c'est indissociable, ça? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui fonctionnent différemment et qu'il y en a qui n'ont pas forcément besoin. En tout cas, moi, c'est vraiment une zone où ça me permet de décharger ce que je vis, d'avoir un regard extérieur aussi. Parce que communiquer, oui, je vais le dire à mon entraîneur, je vais le dire à mes copines, mais là, c'est vraiment une zone extérieure, c'est une bulle rien qu'à moi où je peux évacuer ce que je suis en train de vivre, parce que c'est pas que des émotions positives. C'est une année très belle, 2024, pour moi sportivement, mais je suis passée par aussi des moments très compliqués. Et ça m'a permis en fait d'avancer, de me prendre du recul sur certaines situations où en fait j'étais un peu trop dans le jus. Il me dit, si tu prends un peu de recul, réellement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses vraiment ça? Et en fait, c'est des choses des traitements d'informations que tu n'arrives pas forcément à faire toi-même. Donc moi, je sais que je travaille beaucoup comme ça. Il y en a qui font de la visualisation, il y en a qui font du travail vraiment où ils refont des gestes, des choses comme ça. C'est chacun un peu fait avec son mode de fonctionnement aussi. Comment, alors tu as parlé de cette année avec Doé Débat, mais juste avant, donc tu as fait des compétitions avec Brest, puisque tu es arrivé là-bas en 2022. Comment se sont passées ces compètes et cet esprit de groupe? Est-ce qu'il a continué à être porté pendant ces compètes? Oui. Mais en fait, du coup, j'ai repris tout le circuit valide avec eux. Donc, j'avais beaucoup plus de compètes et ça m'a permis de me réapprendre la confrontation. Et en fait, des compétitions valides? Je suis le circuit valide, ouais. Je fais toutes les compètes départementales, régionales, des meetings, donc c'est des rencontres. Des fois, je suis sur les France été en fonction de ma planification en e-sport. J'essaye de faire un maximum de compétitions avec le groupe aussi, pour suivre cet rythme du groupe, en fait, pour vivre avec le groupe aussi. Et en fait, au fur et à mesure, ça me permettait de prendre conscience que j'étais capable de faire des choses. Il y a eu de l'encouragement. Steven, le coach, me disait, mais là, c'est bien, on avance, en fait. Je voyais des points qui avançaient. Et de retrouver la compète vraiment plus régulièrement m'a vraiment aidée. Et c'est vrai que l'esprit d'équipe, en fait, est tout le temps là. Brest, t'entendras jamais quelqu'un dans l'eau sans qu'il y ait la moitié de l'équipe qui soit dans les tribunes. Et c'est un critère, c'est des choses que le coach redit en début de compétition dans son discours. C'est, moi, je veux du bruit dans les tribunes, je veux des gens qui sont là à taper des pieds, à crier. Et cet été, par exemple, j'étais pas sur les championnats de France, mais j'ai quand même fait le déplacement de 2 jours pour aller voir les copains qui nagent. Et la plupart étaient là au jeu où ils m'envoyaient des messages. Enfin voilà, ils ont tous suivi et c'est des choses qui touchent parce qu'on vit beaucoup de choses ensemble. On tisse des liens qui sont inimaginables parce que c'est des choses que tu vis pas ailleurs, des émotions que tu vis pas ailleurs et que tu vis des fois à travers les autres aussi. Quand tu vois quelqu'un gagner, moi, ça me touche presque autant que si je gagnais, quoi. Et donc tu as fait ce circuit valide, oui. Ça a dû être hyper particulier pour toi quand même, de repartir dans ce monde-là et avec ses différences aussi. Oui, bien sûr. Après, j'ai toujours été très bien accueillie. Moi, je me sens pas vraiment différente des autres non plus. Et quand on regarde là sur l'équipe qui était présente aux Jeux paralympiques de Paris, on s'entraîne tous en milieu valide. On fait tous des compètes valides. En fait, le circuit paralympique est tellement faible, tellement pauvre aussi en termes de régularité de compétition qu'on est plus ou moins obligé. Voilà. Ouais. On est plus ou moins obligé de partir sur d'autres compétitions si on a envie que on ait d'autres étapes en fait pour pouvoir s'évaluer aussi à ce moment-là. Donc on fait tous des compètes valides. Tu as parlé de 2024 avec Déo et Débat. Avant de parler Déo, si tu veux en parler bien sûr, quels ont été les bas et comment tu as préparé cette super année? Déjà en fait, en 2023 il y avait les championnats du monde en août. Je ressors médaillée de là-bas, mais du coup j'ai pas forcément ma place assurée pour Paris parce que je fais 3e et pas 1 et 2. Donc c'est reparti comme à Tokyo? Pas vraiment parce que j'étais quand même 3e au ranking, donc il fallait attendre que l'année se termine pour être sûr que je sois encore 3e au ranking. Donc en fait cet été-là je prends 1 semaine et demie de vacances à peu près et je repars à l'entraînement. Donc j'ai pas vraiment de coupure. En décembre je coupe pas non plus, etc. Donc j'arrive en janvier en fait déjà un peu fatiguée et on va dire que les mois janvier, février, mars, on avait déjà calé que ça serait des mois difficiles avec pas mal de longs, donc des trucs assez intenses et
qui peuvent durer très longtemps avec des zones où moi je me sens moins à l'aise. Enfin, c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. Et on savait que ça allait être compliqué pour moi parce que mon corps n'est pas habitué à faire ça. Et ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Je peux vous le dire, ça a été 3 mois où je pense qu'il n'y a pas eu une semaine sans pleurs. On est parti à Font-Romeu en stage en février. Je pense que ça a été un des pires stages de ma vie parce qu'en fait, mon corps était à bout, ma tête était à bout. J'arrivais plus à faire ce que je voulais à l'entraînement. Enfin voilà, tu rentres dans un épuisement, mais qui est nécessaire aussi pour aller chercher la limite de tout, parce que on est constamment dans ça, on cherche la limite de tout. Et en fait, je savais, j'avais une deadline dans ma tête. Pour moi, c'était mars. Après mars, je vais revivre. C'était fou parce que c'était vraiment ça. Je le savais. On avait calé ça. Je savais qu'à ce moment-là, c'était pas des choses c'est pas mes atouts qu'on allait travailler. C'était vraiment mes faiblesses. Et on avait une compétition pour terminer ce cycle-là. C'était à Rennes. Je m'en souviens parce que j'ai jamais lâché autant de larmes que cette année-là. Et Steven venait me voir après chaque course, il me dit ça va aller. Je dis oui, mais là en fait c'est juste qu'émotionnellement, je suis en train de décharger les 3 mois qu'on vient de travailler et qui ont été super durs à vivre aussi pour moi. Parce que pendant 3 mois, t'es pas fort à l'entraînement. Tu te dis mais est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que t'es pas fort et puis tu te mets quotidiennement dans le rouge. Oui, mais c'est ça. Et du coup, je me dis mais est-ce que vraiment je vais terminer cette année comme j'ai envie de la terminer ? Parce que en septembre, on est arrivé en disant on va être médaillé cet été, quoi. L'objectif était là, c'était la médaille cet été. Et en fait, du coup, en mars, on termine ce cycle et début avril, il y avait les championnats d'Europe. Donc c'était une première étape. On fait un affûtage, mais pas trop gros. Un affûtage, c'est quand on redescend un peu pour être prêt. Et même à 1 semaine et demie du départ des championnats d'Europe, on se demande réellement si je vais réussir à performer. On ne savait pas trop. Mon corps avait tellement encaissé de choses qu'on ne savait pas comment j'allais réagir. Il te le faisait comprendre, le corps à ce moment-là, à l'épisode ? Ouais, j'ai pas été blessée de l'année, mais j'avais une contracture qui partait pas à l'épaule et qui était vraiment douloureuse. Enfin, voilà, et physiquement, je dormais tout le temps, j'arrivais même plus à travailler et tout. J'ai passé mes partiels, je sais même plus comment j'ai pu faire ça, quoi. Que t'as eu ? Oui, heureusement. Mais en fait, rester concentrée, c'était dur pour réviser. Donc pour dire, j'étais dans un épuisant qui était vraiment profond. Et à ce moment-là, en ressortant, on s'est dit peut-être qu'on a été trop loin, mais en tout cas... ça a plutôt bien marché, donc on ne sait pas si on a été trop loin, mais à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on a fait une erreur dans ma préparation. Et on arrive au championnat d'Europe et je ressors quand même médaillée. 2 d'argent et 1 de bronze. Donc pas rien quand même. Je fais quand même 2 fois vice-championne d'Europe avec des temps très proches de mes records de Manchester l'été d'avant. Donc on se dit bon ok, en 1 semaine en fait, même en redescendant 1 semaine et demie, t'arrives à être prête. Donc là, ça nous rassure un peu dans ce qu'on avait fait quand même. Et après ça, j'ai quelques jours de pause où je peux rentrer voir mes proches à Pau. Je crois que j'ai 4-5 jours où j'ai juste besoin d'aller nager un peu 1 fois par jour, histoire de toucher l'eau, garder des repères. Et du moment où je suis revenue des championnats d'Europe, c'est comme s'il y avait eu un truc qui s'était passé et tout a roulé sur des roulettes jusqu'au jeu. Et en arrivant au jeu, Steven m'a dit... sur les derniers mois de préparation, sur les 3 derniers mois, j'ai jamais vu que ça avec une athlète, il n'y a pas eu un seul pépin. On a tout fait, on a tout essayé, on a tout mis en place. Maintenant, on a juste qu'à kiffer ensemble. Ça a dû te mettre une confiance énorme. Et surtout, sortir peut-être cette valise que tu avais avant de pression. Ouais. Mais en fait, déjà au championnat d'Europe, je l'avais ressenti. Même l'année d'avant, au championnat du monde, j'avais ressenti. J'étais plus souriante, j'étais plus moi-même, en fait, plus cette personne que je suis dans la vie de tous les jours à côté. Je savais que les 3 derniers mois qu'on avait fait avaient été exceptionnels. Je sentais mes performances monter à l'entraînement. Enfin, j'avais été capable de faire des choses que j'avais jamais fait auparavant. Et on se disait, là, il est en train de se passer un truc vraiment incroyable. Donc en fait, je suis arrivée au jeu sereine, en sachant ce que je voulais être, en sachant comment j'avais envie de vivre mes jeux et comment j'avais envie de le partager et comment j'avais envie de me montrer. Et du coup, en fait, je suis arrivée en mode je kiffe, je veux kiffer là. Parce que nous, en plus, on avait vu les jeux avant. Mais la natation a explosé. Ça a dû mettre un kiff énorme. Grave. Et puis, en fait, quand la natation est passée au jeu, une grosse partie de l'équipe de France était à Brest pour s'entraîner. Donc en fait, on a vécu ce début des Jeux ensemble et on est arrivé à Paris, nous, en disant mais on veut vivre exactement la même chose, on veut vivre toutes ces émotions ici. Et du coup, je m'étais promis d'être moi-même et de prendre du plaisir, quoi qu'il arrive du résultat. C'est cool parce que en écoutant parler des sportifs, il y a eu
du tout au tout en fait. Ouais. Ceux qui ont pris, en fait, tu vas me dire si t'es ok là-dessus, mais ceux qui ont pris beaucoup de plaisir et qui ont réussi à avoir ce détachement, mais non pas en étant spectatrice comme tu l'as été au tout début, mais vraiment à prendre vraiment à son plein potentiel le plaisir. Et d'autres où ça les a galvanisés, mais d'un point de vue négatif, où le fait d'être encouragé alors qu'ils n'ont pas l'habitude et tout ça, ça a été beaucoup le cas à l'athlète, notamment sur les JO, où en fait ils ont juste perdu tous leurs repères, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Ouais, j'imagine. En fait. Voir tes grandes pancartes avec ton visage. Bah, moi je commençais le premier jour. En plus. Je commençais le premier jour. J'avais un de mes coéquipiers très très proches qui avait la première épreuve. Moi j'avais la dernière. Je nageais à midi, je crois, le premier jour. Donc je suis arrivée et lui il était déjà, tu vois, en chambre d'appel, enfin une zone où moi je le croise pas. Et en fait au moment où il arrive au bord du bassin, moi j'étais en train de m'échauffer à sec. Donc il faut savoir que donc t'as le bassin de compétition comme ça et là t'as l'impression qu'il y a un mur, mais nous on est de l'autre côté. Ouais. Il y a un autre bassin et les zones où t'as tous les pays où on s'échauffe. Et même avec mon casque, j'ai entendu tout le bruit. Et là je me suis assise 5 secondes, je me suis dit ok, parce que on n'avait jamais vécu ça nous en paranatation. Je me dis là dans 2 heures c'est toi qui es en train de vivre ça. Donc on m'a soufflé à mon cou parce que là j'ai entendu ce qui est en train de se passer dans le... Il y avait 15 000 personnes qui étaient en train de gueuler et j'avais jamais entendu autant de bruit dans une piscine. Et le premier pas que je fais au bord du bassin, parce que je m'étais jamais entraînée dans la Défense Arena et c'était un choix personnel. Je regarde le monde, oui. Okay. Je regarde le monde et j'avais mon casque. En fait, j'avais fait le choix de garder la musique parce que je savais pas en fait réellement qu'est-ce que ça allait me faire corporellement. J'ai juste vu les gens, ils bougeaient dans tous les sens. Et en fait, jusqu'au dernier moment, je me déshabille, je me mouille et j'enlève mon casque. Donc, vraiment... 15 minutes, quoi. Ouais, vraiment. Limite, je mettais le pied avec... Et en fait, j'ai enlevé mon casque. Les gens ont vu que j'étais en train d'enlever mon casque et on commence à crier. Mais crier, c'était genre mon prénom. Et je me dis, comment 15 000 personnes peuvent crier mon prénom? Et ils commencent à donner le premier coup de sifflet, donc on met le pied sur le plot. Et là, j'entends juste « Emmeline, Emmeline ». Et là, je me dis « Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?» Et ça m'a juste donné une forme d'excitation et j'avais juste envie de me dire oh, « C'est extraordinaire ». Ils sont là pour kiffer avec toi. Ouais. Et en fait, ils sont là pour vivre ce que j'ai envie de vivre moi aussi, quoi. Et ils ont tellement fait de bruit que le speaker a dit dire « S'il vous plaît, silence pour le départ des nageurs ». Et là, je me suis dit « Waouh, ils sont trop forts ». Ils sont trop forts parce qu'en fait, ils font ça pour les Français, mais ça déstabilise tous les autres. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, à chaque fois que je mets un pied au bord de ce bassin, j'ai envie de partager ça avec les gens qui sont là. Et j'en ai joué un peu aussi, forcément, parce que c'est kiffant et on se dit que ces jeux à la maison, on n'en revivra plus jamais. Et il y a même des fois où ça a fait rire mes coéquipières en face. Et je me suis dit, mais on est au jeu, on joue des choses importantes. Et j'ai réussi à faire rire une de mes coéquipières que je n'avais jamais vu sourire. Sur le moment où on a le pied sur le plot. Et là, je me dis, là, c'est fou. Là, on vit quelque chose qui est complètement dingue. Et je pense que c'est des choses que j'ai essayé d'ancrer. À chaque fois que j'ai essayé de me nourrir de tout ce qui était en train de se passer, j'étais là, je regardais tout. J'ai essayé de tout prendre pour moi parce que c'est des choses que j'ai envie de garder dans ma tête pour me nourrir pour la suite de ma carrière. C'est génial. Et justement, ce coup du casque, tu le gardais jusqu'au dernier moment tous les jours ou après tu t'y habitué et tu l'as un peu relâché? C'est le seul jour où j'ai gardé ma musique jusqu'à derrière le plot. En fait, il faut savoir que nous, avant qu'on arrive derrière le plot, on passe 20 minutes dans une chambre d'appel. Ouais. En fait, c'est des pièces lambda. Des fois, ça peut être des salles de muscu et tout quand c'est d'autres compètes. Et t'as 8 chaises affilées sur le mur comme ça, là, et t'attends. Et t'as pas le droit de regarder trop ton téléphone, t'as pas le droit de faire trop d'autres choses et tout. Donc, c'est un peu là où avant on me donnait le stéréotype où il faut être méchante, il faut regarder les autres, avoir un caractère. Ça se joue déjà là. Ouais. Avoir une posture. Comme sur un match où ça se joue dès le Exactement. Ouais, okay. Il faut vraiment mal les regarder. Tu vois, il y en a, elles se lèvent, elles se claquent les bras. Enfin voilà, c'est un peu une forme de cinéma. Moi, en chambre d'appel, j'avais des chaussures. C'est des chaussures que j'avais faites avec mes copines. Donc on les avait peints et tout, elles étaient custom, il y avait des petites paillettes et tout. Et du coup, les gens de la chambre d'appel me disaient « Waouh, trop belle tes chaussures ». Donc moi, en fait, je discutais, j'étais plus dans j'ai envie de rigoler avec des gens. Mais à ce moment-là, j'avais ma musique, donc je restais dans mon monde en dansant un peu, en étant dans un mood un peu good vibes. Donc c'est assez long quand même, ces 20 minutes-là. Et en fait, c'est quand ils nous mettent vraiment dans la zone d'entrée, où là, j'avais mon casque, mais j'avais plus de musique. Et j'entendais toutes les autres nageuses rentrer et les gens criaient quand même pour les autres nageuses. Enfin, il y avait quand même du bruit. Et en fait, je me disais, wow, là, tu vas rentrer, profite. Et à chaque fois, j'avais mon casque, mais je l'ai enlevé en fait. J'avais mon casque décalé et j'écoutais tout ce qui se passait.
Et puis les autres ne savaient pas que tu n'avais pas la musique. Exactement, exactement. Et il y a même des fois où je décalais vraiment toutes mes oreilles. Je me disais, c'est fou ce qu'on vit. C'est fou, et ces 15 000 personnes là, elles sont juste en furie, autant que toi, elles ont autant d'adrénaline et elles pourraient même nager avec toi. Ouais, c'est ça. Et c'est fou parce que les gens ont donné une énergie folle. Et c'est une énergie que nous, on a tous ressentie en tant que nageurs. T'as fait combien de jours de compète sur toute la... Alors moi, je nageais le premier et le dernier jour, donc c'était étalé de fou. C'était 10 jours de compète et j'avais 3 courses individuelles et une course en relais. Donc 4 courses, 8 avec série finale. Donc j'avais 8 entrées dans le bassin. Et ça, je l'ai calculé, je me dis, il n'y a que 8 entrées, faut que tu kiffes. Ouais. T'as pu faire les 8 du coup? J'ai pu faire les 8, ouais. T'as fait 4 fois en finale? Ouais, c'était fou. Comment ça s'est passé? Parce que moi je sais, mais pour en parler... Bah, le 50, en fait, c'est une épreuve c'est toujours ma première épreuve. C'est ta première finale, c'est 50? Ouais, c'est la première course que je fais. Et généralement, sur toutes mes compétitions internationales, c'est le premier jour, la première épreuve. Donc j'ai eu l'habitude en fait, d'entrer dans ma compétition comme ça. On savait que le niveau elle est très relevée. C'est pas une épreuve qu'on avait spécialement préparée, parce que c'est spécifique quand même les 50 mètres. Mais je savais qu'il y avait le record de France à jouer et j'avais vraiment à cœur de pouvoir le faire parce que j'étais passée à 200e l'année d'avant. C'est rien. Ouais, vraiment rien. Vraiment un ongle, un poil, quoi. Donc l'objectif sur cette finale, c'était ça. Faire ma première finale, prendre du plaisir et casser ce record de France. Je l'avais déjà cassé le matin, donc j'avais cette pression en moins. Et en fait, je suis arrivée à cette finale, je me suis dit, c'est un plus avant mon épreuve un peu phare qu'on a travaillé toute l'année. Et c'était vraiment fou. Moi, je touche le mur. Ça limite comme une prépa au top, quoi. Ouais, vraiment. J'avais à cœur de faire un très bon temps. Et en vrai, je m'attendais même pas à nager aussi vite que ce que j'ai fait sur ce moment-là. Je fais une course vraiment bien. Je profite du public. Je fais 5e. C'est ma meilleure place au jeu. À ce moment-là, j'ai été que finaliste à Tokyo en faisant 8e. Là, je fais 5e au jeu avec un record de France qui est vraiment top. Je ressors de là, moi, je suis trop contente. Hein. On me dit, vous n'êtes pas trop déçue en zone médiatique? Je dis, on n'est pas du tout. Moi, je suis très heureuse de ça. Je sais que je suis prête. Maintenant, j'ai juste hâte d'être... je crois que c'était le dimanche que je nageais le 100 nage libre. Juste hâte d'être dimanche et de montrer ce que je suis capable sur 100 mètres parce que c'est mon épreuve, quoi. Et du coup, ça m'a redonné confiance. Je suis rentrée dans ma compétition et ça m'a donné une confiance encore plus énorme que j'avais déjà accumulée. Après cette course-là, tu dois être... Parce que c'est toujours particulier d'entamer sa compétition. Et c'est une fois que tu as fait ta première entrée dans l'eau que tu dis « Ok, c'est bon, ça a débuté. Tous mes repères, hein. Je peux souffler un peu. » Tu sais jamais trop comment ça va se passer et tout ça. Est-ce que tu es vraiment prêt? Il y a toujours des doutes qui arrivent dans ta tête. Et à partir de ce 50-là, je me dis « Je suis prête. Là, il ne peut rien m'arriver, je suis prête. » En tout cas, je suis prête à donner le meilleur de moi-même. Je ne sais pas ce que les autres vont faire, par contre. Mais moi, en tout cas, je sais que je vais donner le meilleur de moi-même et que je vais être la meilleure version de moi-même. Exactement. Mais oui, exactement. Parce que je sais que je peux nager très vite, mais je ne sais pas ce que les autres vont faire. Donc, est-ce que ça va suffire? On ne sait jamais. Mais en tout cas, moi, je vais être la plus rapide que j'ai jamais été. Et ça m'a j'étais focalisée seulement sur ça. Entre le mercredi et le dimanche, du coup, tu as eu 3-4 jours de répit. Comment tu as vécu ces 4 jours-là? Est-ce que tu as pu profiter? Parce qu'en plus, tu as aussi le village olympique. Donc, voilà, tu as toute cette effervescence, toute cette ambiance et toute cette communication entre vous. Comment tu as vécu? C'est des choses que j'avais préparées. Ouais. Parce qu'on sait que 10 jours, c'est super long. On était 14 nageurs. Il peut avoir des émotions très fortes, négativement, positivement. Ça demande beaucoup d'énergie de vivre autant d'émotions. Donc, j'avais fait le choix de ne pas du tout m'entraîner à la Défense Arena sur les jours où je nageais pas. Donc, j'ai pas été à la Défense Arena du 50 jusqu'au 100 nage libre. Et on avait beaucoup de chance parce qu'on avait à disposition l'INSEP. Et à l'INSEP, on pouvait partir le matin, nager le matin et tout là-bas. On avait une chambre à disposition pour faire la sieste et renager le soir et rentrer que le soir au village. Donc en fait, t'étais dans une bulle où t'étais un peu en dehors de toute cette énergie qui est folle des jeux. Et ça nous a beaucoup aidé parce que en fait, on était au calme. On avait une ligne pour nous tout seuls, c'est royal, t'as pas besoin de batailler, à tourner à droite à gauche pour doubler, etc. Puis après, il y avait le bassin de Saint-Denis aussi qui nous était mis à disposition, qui était près du village. Donc moi, j'ai alterné entre les deux. Et en fait, ça m'a permis de rester dans mon truc. L'INSEP, on a l'habitude d'y aller, on avait l'impression d'être en stage et de plus être en compète. On était souvent 3-4, donc on était quand même en groupe, on n'était pas seuls. Et c'est comme ça que j'ai continué à vivre les jeux, mais un peu plus à l'écart et pas trop m'y perdre. Parce que quand tu nages le premier jour et le dernier jour, ça fait quand même sacrément long. Tout le temps. Ouais,
C'est ça qui est parti. Faut pas perdre le nord, faut savoir bien récupérer quand il le faut, etc. Faut pas s'éparpiller en fait. Faut pas être spectatrice. Ouais, c'est ça. Bah, t'as eu le rythme un peu d'un sport co qui démarre la compète et la finit c'est ça. Vraiment au dernier jour. Ouais, c'est ça. Puis au jeu, dans le village, t'as plein de trucs à faire. Tu peux facilement t'y perdre. Hein. C'est un gros risque. La tentation doit être énorme. Oui, c'est un gros risque et quand t'en es pas conscient, c'est encore plus un gros risque. Là, on avait quand même des choses mises à disposition qui nous étaient plus que favorables. Et l'INSEP, c'est quelque chose qui nous a été d'un secours énorme, et toute l'équipe l'a dit en ressortant des Jeux. Donc, du 50 au 100 nage libre, en fait, c'est comme si j'avais pas entamé ma compète, presque, et je suis retournée à l'entraînement comme... je suis restée focus. Et je le savais, en fait. Je savais que c'était mon épreuve phare et qu'il fallait rester focus. Et donc, le dimanche, ce fameux dimanche? Ouais. J'arrive sur le matin, un peu stressée quand même, en me disant je suis en train de vivre tout ce que j'ai préparé cette année, voire même les années précédentes et tout. Voilà, c'est l'épreuve que j'attendais quand même. Enfin voilà, c'était sur laquelle on s'était focalisé, celle qui me plaisait le plus, etc. Et le matin, en fait, je tombe dans une série où je suis à la ligne 5, donc une des lignes les plus rapides. Et avec Steven, mon coach, on se dit tu fais le premier 50, après tu te places et on donne juste ce qu'il faut pour toucher devant, mais tu laisses pas trop de traces ce matin. Et en fait, c'est ce que je fais. Et je fais un temps, je crois que je nage 1,80 le matin, donc très proche de mon record personnel qui était de 1,3 à cette époque-là. Mais avec une aisance, en fait, tout le dernier 25, je respire tous les 2 temps à regarder la fille à côté de moi en me disant bon, c'est bon, je suis devant. Ouais, je suis devant. Tu traînes un peu même, presque, ma petite cocotte. Donc presque un peu arrogant, en fait. Enfin, moi, je me suis sentie un peu dans de l'arrogance parce que ça m'était jamais arrivé d'être aussi à l'aise. Mais c'était un plaisir et j'ai pris le temps de profiter aussi avec les gens qui étaient là parce que les gens, ils te voient toucher première, ils se disent waouh, c'est fou. Alors qu'il y avait une série quand même derrière. Mais ça m'a rassurée en me disant ok, j'ai fait un bon temps, je vais être bien placée ce soir parce que vu les filles derrière nager, ça avait nagé un peu plus vite, mais en fait j'avais le 3e temps pour le soir. Et je me dis bon là, j'ai le 3e temps, ce soir il n'y a plus qu'à quoi. Là, ce soir c'est la guerre. Franchement, sur les 8, on était peut-être 6 à être médaillables avec nos meilleurs temps. Et je pense que moi, il y en a très peu qui ont eu peur de moi parce qu'ils m'ont vu nager le matin. Ouais. Ils se sont dit, ok, elle a nagé une 1,8, elle est facile, mais son meilleur temps, c'est une 1,3, elle va peut-être nager une 1,0, on n'a pas peur d'elle, quoi. Et le soir, j'arrive, mais je sens un stress en chambre d'appel affolant. La Canadienne, à côté, elle était fermée et je me dis, là, il y a un truc à faire. Parce que c'est la fille ultra favorite. Elle n'a pas été battue, je pense, depuis peut-être Rio, sur le 100 nage libre. C'est celle qui a le record du monde. Enfin voilà, c'est une multimédaillée paralympique, enfin une très grande fille de la paranatation de ma catégorie. Et quand je la vois comme ça, je me dis, moi j'ai ma carte, je sais que je suis en forme. T'as tous les voyants ouverts? Ouais, en fait, là, il faut y aller. Je savais la stratégie qu'il fallait que je mette en place, j'étais en forme, tout était calé avec mon coach, je savais quand il fallait que je respire, je savais le nombre de coups de bras qu'il fallait que je mette, je savais tout. Tout était ancré en moi, il fallait même pas que j'y réfléchisse parce que je savais comment j'allais le faire. Et donc le but, c'était de partir sur ce premier 50 avec les filles, mais sans laisser trop d'énergie. J'ai de la chance d'avoir une vitesse de base assez facile, et du coup, je suis partie avec elles. Quand je tourne, en fait, je suis assez bien placée parce que je suis sur la gauche et la plupart des concurrentes sont sur la droite. À gauche, j'ai déjà vu qu'elles avaient lâché sur le premier 50. Et quand je tourne au mur, je vois qu'on a un groupe de 5 en tête. Et là, je me dis, OK, on est dans le coup. Et aux 75 mètres, je sens qu'on est 3-4 à être détachés vraiment des autres. Et là, je me dis, bon, bah, on les regarde plus, on fixe la tête. Les derniers 25, ouais. Les derniers 25, je me dis, t'as plus qu'à y aller. Tu touches tes 2, je crois? Ouais, je suis 2. T'es 2. Je suis 2. Et je sais que je peux avoir un très bon retour, mais elles le savent pas parce que ça a été une de mes plus grandes faiblesses de craquer sur ces 15 derniers mètres pendant tout le long de ma carrière. Et c'est un truc qu'on a travaillé... De janvier à mars? Oui. C'est un truc qu'on a travaillé énormément. On a mis l'accent sur ça, toute la préparation. Et je me dis, là, t'es prête pour le faire. Je savais que j'allais pas craquer. Et du moment où je vois que je suis avec les filles à 75 mètres, je me dis, tu les regardes plus. Parce que en fait, ça m'est déjà arrivé plein de fois de regarder et de me dire merde, je suis à côté d'elle, comment je fais, il faut que je remette, je savais plus comment faire, je m'organisais plus correctement. Et là, je me suis dit, t'es à côté d'elle, tu fixes sa tête et tu fais ton job, il faut que tu touches ce mur. Et en fait, je pense que sur les 15 derniers mètres, réellement, je respire une fois.
Et il y en a plusieurs nageurs qui ont regardé la course et qui m'ont dit « Mais tu respires plus ?» Je fais « Non, j'ai respiré une fois. » Et je fixais la tête et j'étais là « Tu pousses !» Et je voyais même plus, en fait, ce qui se passait à côté. Et j'ai juste cherché en touchant le mur. Je sais que quand tu es sur le podium, tu as le plot qui s'illumine. Tu as des lumières sur le plot qu'il y avait. Ça, je le savais. J'avais cette image en tête. Donc, le premier truc que je fais, c'est je touche. Et c'est une lumière. Oui, et je regarde la lumière et je vois la lumière et je fais juste du soulagement de me dire... Là, tu sais que t'es dans les 3. Ouais. Et là, je me dis, ok, c'est fait, quoi. Genre, t'as touché sur ce podium. Parce qu'en fait, moi, l'objectif, c'était le podium et jamais j'ai calculé l'ordre du podium. J'ai jamais pensé c'était le podium et voilà. Et en fait, il se passe pas beaucoup de secondes, hein, mais c'est je touche. T'as eu ce moment... Je souffle un coup et en soufflant, j'enlève mes lunettes et je me tourne. Je tourne et je vois quand même la Canadienne qui célèbre pas forcément, mais ça me fait pas tilt forcément sur le moment. Genre elle est blasée, ça fait 8 ans qu'elle est... Ouais, c'est ça. Ça fait pas tilt, ça monte pas vraiment au cerveau. Et en fait, il y a un écran géant où il y a ton nom, ta ligne et ta place que tu fais. Mais bon, je viens de passer quand même 25 mètres à respirer qu'une fois. En termes de lucidité, on n'y était plus trop. J'avais plus beaucoup... les yeux. C'est ça. Il n'y avait plus beaucoup d'oxygène là-haut. Donc le temps de trouver mon nom, de trouver ma ligne, de trouver la place. Et là, je fais... Et je relis quand même au cas où, parce que ça m'est déjà arrivé au championnat du monde de pas regarder le bon numéro, enfin de me tromper sur... la ligne et la place. Oui, exactement. Et du coup, je relis quand même. Mais j'entends tout le public crier, donc je me dis, mais de toute façon, il crie parce que je suis sur le podium. Et là, je fais, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et en fait, je mets du temps à me rendre compte. Les gens ont compris avant moi ce qui était en train de se passer dans ma vie. Qu'il y a eu ce moment de flottement. Oui, vraiment. Et ça a flotté longtemps parce que du coup, toutes les filles présentes sur la finale sont passées par ma ligne pour me féliciter, ce qui n'était jamais arrivé sur une compétition. Et ça m'a vraiment touchée aussi. Et elles ont été vraiment touchées par le public français et par le fait que je puisse gagner à la maison. Et en fait, elles me félicitent toutes, elles viennent toutes me serrer dans les bras et me dire félicitations. Et après, je monte sur cette ligne. Et un peu comme quand je rentre avant au bord du bassin, je reste comme ça, un peu scotchée en me disant... Les gens sont en train de crier, mais ils crient, mais comme si leur vie en dépendait. Et moi, je me nourris juste de ça. J'enregistre juste ce qui est en train de se passer et j'essaye de trouver un peu mes proches du regard, ce qui est impossible dans 15 000 personnes. Et je suis comme ça et je dis, waouh, il vient de se passer un truc énorme dans ma carrière. Et je sors de l'eau, les gens continuent à crier. Je suis là, je lève les bras, je sais même pas trop ce que je fais moi-même. Et là, après, je passe... Il y a une première télé, c'est France Télé, au bord du bassin. Et en fait, j'entends à peine ce que la journaliste me dit à ce moment-là. Les gens continuent à crier et du coup, je les salue pour essayer d'entendre ce que la dame me dit. Et là, mes parents ont réussi à descendre à côté de la zone médiatique où j'étais et j'ai pu les serrer dans mes bras à ce moment-là. Et ça, c'était quelque chose de très fort parce que ils étaient là au moment difficile de mon accident. Ils se sont posé beaucoup de questions. Ils ont eu très peur pour moi. Ils étaient là au moment où j'étais le plus bas aussi. Et là, ils se disent... Tout ça pour ça. Ouais, en fait, ça vaut le coup. Ils ont vécu ça avec moi énormément. Et en fait, là, après, il s'en est suivi. Enfin, j'ai eu plus d'adrénaline presque après ma course qu'avant. J'ai récupéré mes affaires. Mon coach est arrivé. Il m'a dit, j'arrive même pas à pleurer tellement je suis fière. Enfin, il a pleuré sur d'autres courses. Et là, il n'a même pas réussi à parler. J'ai passé 1h30 en zone médiatique derrière. 1h30. Après, j'ai dû récupérer. À dire 25 fois la même chose, en 4 langues. Bien sûr. J'ai dû faire une interview en anglais. Avec autant d'émotions dans le corps, des fois, je bougeais mes mains, les mots ne parlaient pas, ça sortait plus de ma bouche. Et j'ai eu de la chance, parce que ce jour-là, sur 14 de l'équipe de France, il y en avait au moins la moitié qui étaient dans les tribunes, dont ceux qui ont su tout par quoi je suis passée, ceux avec qui je suis très proche, et ils sont tous venus me sauter dans les bras dans la zone médiatique, et c'est un moment qui restera gravé très fort dans mes mémoires aussi. Et après ma récup, j'avais beaucoup d'adrénaline, mon coach m'a dit de ralentir un peu, j'allais beaucoup trop vite. Et après il m'a mis sur le vélo, le temps d'attendre pour le podium, parce qu'on avait une heure précise. Pareil, j'étais là, j'étais trop emballée, il me dit redescends, je suis non, je peux pas. Et c'était des moments très denses, quoi. Enfin, je suis arrivée sur le podium, pareil, j'étais comme ça, il fallait que je bouge. Et c'était un moment extraordinaire d'entendre toutes ces personnes chanter la Marseillaise. C'est fou parce qu'en plus, dans ma carrière, j'en ai vécu des Marseillaises, mais qu'avec mes coéquipiers. J'avais jamais eu de Marseillaise pour moi et j'arrive au jeu et je gagne une course avant même d'avoir gagné des championnats d'Europe et des championnats du monde.
Et en fait, je suis restée en étant moi-même, j'ai voulu partager ça, donc je suis sortie du podium, j'ai taffé dans les mains de tout le monde, j'ai réussi à avoir de mes proches, justement Orlan, qui a fait toute la préparation avec moi, était là aussi ce jour-là dans les tribunes, et a réussi à descendre avec mon papa, j'ai pu le serrer dans mes bras. Enfin, c'était fou, et il y avait tous mes coéquipiers de Vichy que j'ai vus et qui criaient dans tous les sens et qui disaient mais tu l'as fait, t'es championne paralympique, qu'est-ce que tu nous as fait, t'es folle, ils avaient les larmes aux yeux. Et en fait, de même claquer dans les mains de tout le monde, de montrer ma médaille à tout le monde, les gens criaient, et ça c'était un moment que je revivrai sûrement jamais parce que ça sera jamais à la maison. Et c'était une soirée qui était interminable et qui était folle. La façon dont t'en parles, ça nous met des frissons. Moi aussi. Moi aussi. Ça avec émotion. Mais j'ai mis du temps à réaliser quand même ce qui s'est passé parce que j'étais préparée à être podiumée, j'étais pas forcément préparée à être championne paralympique. Parce qu'après tout ça, j'ai refait une zone médiatique, j'avais mon contrôle antidopage et j'ai dit à mes parents, je vous promets, je passe vous voir avant de partir, mais vous allez devoir attendre parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Et les gens ont attendu avec mes parents. Ils ont vu que c'était mes parents. Ils ont vu que c'était mes proches parce qu'ils avaient des goodies, ils avaient des trucs, ils s'étaient habillés. Et je pense que j'ai mis 2 ou 3 heures à sortir du bassin. Et en fait, il y avait je sais pas combien de personnes qui m'ont attendu à ce moment-là. Et je serre mes proches dans mes bras. Déjà, ce moment était hyper émouvant. Il y avait ma grand-mère qui était là, qui m'avait jamais vu nager et qui était dans la Défense Arena. Elle avait bien choisi son jour quand même. Il y avait toutes mes copines qui étaient là. Il y avait tout le staff qui m'encadrait à l'année, mon prépa mental, etc. Et en fait, j'ai à peine le temps de profiter de mes proches qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement de foule. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé. En fait, tous mes proches ont été mis sur les côtés et il y a eu des gens autour de moi. Et là, je me suis dit, ok, il vient de se passer un truc que j'ai pas pris conscience de suite. Parce que les gens connaissaient qui j'étais presque. Ils ont vécu un truc avec moi. Donc, ouais, ils avaient tellement pleuré avec moi. Et ça, c'est un truc qui m'a pas mal marqué, même après. Parce que j'ai dû éteindre mon téléphone tellement ça a été un bouillon et j'avais quand même d'autres courses derrière. Mais tous les messages que j'ai reçus de personnes qui m'ont dit « Tu m'as émue aux larmes, on a pleuré avec toi. T'es quelqu'un de tellement solaire et qui a partagé son sourire que ça nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. » Et ça a fait beaucoup de sens en moi. En dehors de la victoire, ce que les gens ont pu vivre avec moi a fait beaucoup de sens. Ça fait plaisir de revivre ça avec toi et de partager ton histoire. J'avais plein de questions, mais du coup, être parti... Ah si, pour l'anecdote, ton temps du coup 1,049. Bien. Ouais. Presque une seconde de moins. Ouais, et à 2 centièmes du record de France. Génial. Donc un des objectifs après aller chercher, ce sera ça quand même. Justement, comment tu arrives à te remotiver? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question en disant t'as atteint le Graal d'un sportif, de gagner à la maison, enfin il n'y a rien de plus beau. Mais en fait, j'ai gagné ça avant de passer beaucoup d'autres étapes dans ma jeune carrière. Donc cette année, c'est les championnats du monde. Tu es jeune. Exact. J'ai 25 ans. 25 ans. Ouais. Déjà gagné au championnat du monde. Casser ce record de France. À l'inverse. Ouais, voilà. Je vais faire. Voilà. Championnat du monde, c'est un peu ça. Donc j'aimerais beaucoup gagner cette année au championnat du monde, baisser ce record de France, voire casser la minute, c'est un des objectifs. Enfin voilà, on s'est vu quand j'ai repris ma saison avec le coach et on a tous les deux nos objectifs, on a tous les deux plein de trucs en tête et ma carrière, j'ai pas envie qu'elle se résume qu'à ça. Bien sûr. Et mon coach m'a dit quelque chose de très juste et très fort à la fois, c'est que soit je suis la nageuse d'un jour qui a gagné aux Jeux à Paris, soit je suis la nageuse qui va marquer avec sa carrière et toute sa carrière et pas seulement une course. Donc j'ai pas envie de m'arrêter sur cette victoire et cette course-là. Puis maintenant que tu as battu la Canadienne, tu sais que c'est possible. Exactement, exactement. Et puis j'ai envie d'être aussi forte qu'elle et d'aller pourquoi pas chercher des temps qu'elle a réalisés. Et j'ai envie de nager plus vite aussi parce que la base de notre sport c'est ça. Je pense que sur cette course-là, j'aurais pu nager plus vite. C'était une course très tactique. Mais au jeu, on ne te retient pas le temps, on te retient ta place. Et c'était le but cette fois-là, mais nager plus vite fera partie de mon objectif. Et puis en plus, tu as d'autres courses derrière qui se jouaient. Donc, bien sûr. Donc, et c'est des courses aussi importantes. Ouais, c'est ça. Oui, parce que de façon très anecdotique, tu as aussi fait médaille de bronze. Ouais. Qui était aussi très symbolique pour moi, parce que du coup, c'était le 100 dos que j'avais moins préparé, mais qui a été le fil conducteur de toute ma carrière au début. Et Anaëlle, avec qui j'ai fait mes débuts en compétition, terminait sa carrière sur ce 100 dos. Donc on a partagé cette finale ensemble et on s'est dit, quoi qu'il en soit du résultat derrière, même si on n'est pas médaillés tous les deux, s'il n'y a qu'une de nous deux sur le podium, on veut partager ce moment à la fin ensemble.
Et moi, j'y suis allée en mode bonus. On savait que j'avais pas fait de dos de toute ma préparation. C'était vraiment... j'en ai fait du 100 nage libre sans dos. J'ai fait du dos à ce moment-là. Donc, c'était pas une course que j'avais préparée plus que ça. Et mon coach m'a dit, tu pars, utilise ta vitesse, tu pars à balle. Et après, c'est toi face à ta douleur. Et ça a été le cas parce que j'ai eu très très mal d'ailleurs. J'ai cru que le mur n'existait plus même. Mais de voir l'émotion d'Anaëlle de terminer et d'être podiumée, de faire un tour du bassin avec Anaëlle sur mon dos, je ne sais même pas comment j'ai trouvé l'énergie pour faire ça, mais c'est quelque chose qui restera quand même très symbolique aussi. Donc vous avez partagé la boîte ensemble? Elle a fait 5e. Elle a fait 5, elle? Ouais. Cool. Mais de partager... avec toi, ouais. C'est clair. Voilà, c'était quand même magique. Il y avait plein de ses proches, plein de nos proches, et qu'elle termine sur ça, en fait, c'était fou. J'ai l'impression, en t'écoutant, qu'en 3 ans, tu as pris 10 ans de maturité. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Ouais. En fait, j'ai l'impression juste d'avoir réussi à me trouver et d'avoir réussi à être qui je suis à tout moment. Et je pense que ça, c'était tellement important pour moi que je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même comme ça. Et que du coup, je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie et que ça se ressent dans tous les domaines en fait, que j'entreprends. Au-delà d'être hyper peps, hyper dynamique, tu te sens apaisée maintenant? Ouais. Déjà apaisée par le fait d'avoir réussi à accomplir quelque chose que je m'étais fixé. Parce que c'est vrai que j'avais plein de choses en tête, mais de réussir à les concrétiser, c'est autre chose. De réussir à les vivre, à vivre avec les autres, tout ça, c'était fou. Et ça a apaisé une certaine peur en moi et une certaine angoisse. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu jusqu'à maintenant dans ta carrière? Je pense que c'est d'être fidèle à soi-même. Reste toi-même parce que si tu l'es pas, ça marchera pas. Et prends tes atouts et serre-toi-en. Ouais, parce qu'au final, tu as écouté ton instinct. Oui. Des fois sur un coup de tête, mais tu t'es écouté toi. Ouais. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort qu'une intuition. On sait les choses. Et on a tous des intuitions plus ou moins fortes. Et on a tous des choses où on est plus ou moins à l'aise. Et c'est aller vers ça, en fait. C'est aller vers là où on se sent bien, tout simplement. Que ce soit du sport ou autre chose, on est tous faits pour être à l'aise quelque part. On a tous un truc qui nous fait plus ou moins vibrer. Et c'est ça, c'est être soi-même et réussir à prendre du plaisir dans tout ce que tu entreprends, c'est le principal, en fait. T'es pas là pour souffrir. Si tu revois la petite Emeline, enfant ou ado, à ses 13 ans, avec tout ce tumulte qu'il y a eu et ce bouleversement, qu'est-ce que tu lui dirais? De faire confiance au processus. De pas tout vouloir gérer, en fait. Des fois, ça marche pas, mais t'en apprends beaucoup plus. J'ai appris beaucoup par mes échecs et par les périodes difficiles, et c'est faire confiance à ça. Il faut passer par ça pour savoir qu'est-ce que t'as envie aussi, des fois. Et c'est important, tu peux pas vivre tout le temps au meilleur niveau, et c'est important de savoir jouer avec ça et de savoir l'intégrer aussi de cette façon-là. S'écouter? Ouais, s'écouter. Et faire de ses échecs un apprentissage? Exactement. Se fier à son intuition, en fait. Tu te fies à ce que tu ressens, parce qu'en fait, il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens et vers où tu as envie d'aller. Emeline, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ce moment de partage, d'avoir revécu tout ça avec toi, parler de ta carrière d'enfant aujourd'hui. Merci pour ta joie de vivre et pour les émotions que tu nous as fait vivre cet été. Merci. Encore bravo. On peut te souhaiter que longue route pour les champions du monde ou champions d'Europe. Quand tu seras champion du monde, tu reviendras, on est en Pas de souci, ok, avec plaisir. Ça fera un débrief de la suite de ton parcours. Merci à toi pour ce moment. Merci à vous de nous avoir écoutés. On mettra bien évidemment les liens en dessous autour du podcast. Vous pouvez retrouver cet épisode en audio sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, Spotify, Apple ou Amazon. Également sur YouTube, sur Instagram pour la version vidéo. Très bonne journée à tous. Salut!